Je ne serai pas trop longue pour vous entendre au mieux tous les quatre. Je vous remercie Jean pour cette table ronde conclusive autour des responsabilités des acteurs publics face à cette question, ces phénomènes d'internationalisation des villes dont nous avons parlé depuis hier matin. Il ressort finalement de ces débats à la fois des enjeux institutionnels, c'est-à-dire des jeux d'acteurs qui évoluent au niveau national, international, entre organes de gouvernance et donc des alliances qui se créent entre acteurs au-delà de la gouvernance classique de relations extérieures, qui est plutôt l'apanage du ministère des Affaires étrangères et donc de l'État. Et puis ces enjeux sectoriels, on l'a encore vu beaucoup ce matin, notamment autour des questions globales du climat, des migrations et de l'attractivité ou du développement économique qui fondent un certain nombre d'actions transversales et transnationales des collectivités et donc qui dépassent de fait par la nature des enjeux ou par l'ampleur des ambitions des élus, en particulier des collectivités, face à celles des États fédéraux ou des nations qui développent de nouvelles stratégies d'alliance. Je ne serai pas plus long pour vous laisser le temps à la fois de vous présenter et de présenter vos différentes organisations. Je crois que c'est ce qui était convenu pour ce matin. Vous avez chacun des parcours très riches dans ces questions d'internationalisation des villes. Ce que je vous propose, c'est que les uns après les autres, vous présentiez un petit peu les différentes organisations que vous représentez, à la fois quand il s'agit d'associations et quand vous avez, à titre personnel, une action territoriale à présenter. Et puis, j'espère, on aura encore quelques minutes à l'issue pour essayer de croiser un peu vos regards. Je vais commencer tout de suite par Gabriel Voisin-Fradin. Ouais, c'est bien. Et donc, je vais vous demander d'abord de nous présenter un petit peu l'association que vous représentez, celle des professionnels de l'action européenne et internationale, y compris pourquoi elle existe et quel peut être son rôle par rapport à d'autres associations, notamment d'élus, qu'on a évoquées ce matin. Et puis, peut-être que vous pourrez nous dire dans un deuxième temps un petit peu depuis Grenoble, quel est le rôle que vous jouez, quelles sont vos priorités en matière d'action internationale, et donc quels sont, dans une ville comme cette métropole, disons de taille moyenne, les enjeux de relation avec le monde extérieur à la France et comment elles se traduisent sur le terrain. Merci, bonjour. Alors effectivement, je suis ici à deux titres, associatif donc de l'ARICOD qui est le réseau des professionnels de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales, et également à titre professionnel pour la métropole de Grenoble-Alpes, dont je suis chef de projet relations économiques internationales. Alors l'ARICOD, tout d'abord, c'est une association qui a été fondée en 1994 et qui regroupait à l'origine, et c'est l'explication de sa dénomination, les responsables des relations internationales et de la coopération décentralisée, qui s'est depuis élargi à l'ensemble des techniciens des collectivités, et même à leurs sympathisants, si j'ose dire, depuis cette année. Donc toute personne intéressée ou active de près ou de loin en relation avec les questions d'action européenne et internationale des collectivités peut adhérer sans pour autant pouvoir accéder aux instances de décision, enfin, à savoir le conseil d'administration et le bureau. Alors, la raison d'être de cette association, d'abord c'est une association dont on adhère à titre personnel, et donc ce n'est pas une association de collectivité. Donc nous ne représentons pas nos collectivités au sein de l'association. Ce n'est pas non plus un syndicat professionnel, et ce n'est pas non plus une association d'élus. Donc l'objectif général de la mission, si vous voulez, de cette association, c'est donc un réseau professionnel d'échange, d'expérience, de savoir-faire, et aussi de reconnaissance. Finalement, c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver au niveau d'un réseau de collectivités qui va faire de l'échange d'expérience et aussi du lobbying au niveau
niveau européen, par exemple, bon, je n'appellerai pas ça du lobbying, mais nos interactions avec d'autres organisations, notamment de l'État ou des associations d'élus. Voilà, c'est un peu dans ce jeu-là entre les acteurs, donc un rôle aussi de représentation. Et beaucoup de réflexion, recherche-action. Donc l'essentiel finalement des activités de l'ARCON, c'est moins de mettre en réseau, mais évidemment c'est un réseau, donc c'est de mettre en réseau, mais l'objectif et les activités sont de la recherche par les praticiens, enfin de l'échange d'informations et d'expériences, et de la recherche faite par les praticiens eux-mêmes. Voilà. Donc, est-ce que vous produisez par exemple des rapports sur les activités des directions internationales? Alors, je suis venu avec quelques productions, je vais les prendre par là-bas, mais les deux productions les plus importantes que nous avons faites sont d'abord un petit livre rouge sur les idées préconçues de l'action européenne et internationale des collectivités territoriales. Voilà, donc j'en ai trois exemplaires que je pourrais vous laisser. Et puis cette année, c'est tout frais. Avec le support de l'Agence française de développement, nous avons édité un guide méthodologique de l'action économique internationale des collectivités territoriales, que j'ai dirigé. Et puis, entre-temps, nous avons un certain nombre de contributions, notamment au colloque qui a été piloté par CIEDEL sur l'internationalisation de villes, plutôt à titre individuel, donc un certain nombre d'administrateurs d'associations, mais aussi une contribution collective de l'association, qui s'appelle, d'ailleurs, qui répondait à certaines des interrogations ici, l'évolution de l'action internationale des collectivités vue par ces artisans. Voilà, donc un certain nombre de productions, plus encore des productions plus réduites et plus opérationnelles qui se rattachent au fonctionnement même de l'association, à savoir que nous fonctionnons par ateliers régionaux et thématiques, et aussi avec une rencontre annuelle qui s'appelle les universités, et préalablement universités d'automne puis d'été, on va un peu, donc c'est les universités de Varicone, au sein desquelles nous organisons des ateliers, des conférences, etc. Et l'idée, c'est de produire, pour certains d'entre eux, des outils pour les professionnels. Donc on appelle ça kit de survie sur des questions très précises, comme par exemple la récupération ou le remboursement des frais de déplacement, les difficultés de douane. Je prends des exemples. Ça peut être des points plus financiers, comment arrêter une relation, donc un partenariat avec une autre collectivité. Donc c'est des questions professionnelles, mais que se pose le technicien. Voilà pour la production. Merci. Alors, deuxième question sur Grenoble, quelles sont finalement les priorités, le quotidien d'un directeur des affaires européennes internationales d'une collectivité? Et puis pour faire la transition peut-être tout de suite avec notre intervenante suivante, Christine Moreau, quelles sont vos relations avec l'État dans ses rôles respectifs que peuvent avoir l'État ou une collectivité dans le monde extérieur à la France? Alors, je suis en fait sur la récolte, puisque je crois que nous avons plus de relations avec la diversité au niveau de la récolte que les groupements de Grenoble. Donc le réseau entretient des partenariats avec la DESCT, l'Agence française de développement, le Cité Unifrance, F3E, le CNFPT et un réseau professionnel au Mexique. On peut passer au cas de Grenoble, mais comme tout territoire, c'est forcément un cas spécifique. Voilà, spécifique par sa géographie, par son histoire, et notamment par son histoire institutionnelle, y compris récente. Donc moi, je travaille bien à la métropole, qui est métropole depuis la loi MAPTAM, et qui était précisément une communauté d'agglomération. Entre les deux, il y a une autre marche qui aurait pu exister, qui était la communauté urbaine, que nous n'avons pas connue, ce qui signifie que nous avions un degré d'intégration assez faible. Et donc une politique internationale et européenne assez faible, voire même
quasi inexistante pour le boulot international. Le choix avait été fait de répartition, on va dire, des actions, puisque l'action internationale peut être portée par tout niveau de collectivité et leur groupement. Le choix avait été fait de laisser la place aux communes, et notamment la ville de Grenoble, qui est quand même très active à l'international, avec quasiment une vingtaine de jumelages et une direction d'une dizaine de personnes. Pour la métropole, de rester, on va dire, se concentrer sur les actions économiques et les projets européens. Voilà un peu la situation avant l'adoption de la loi TAM et la transformation de la communauté d'agglomération en métropole. Alors aujourd'hui, ça a un peu évolué. Donc il y a eu un projet de création d'un service commun entre la ville, centre et la métropole qui n'a pas abouti pour diverses raisons, des politiques locales. Et aujourd'hui, nous avons donc au niveau de la métropole, et seulement depuis un an, un vice-président qui est délégué pour les questions internationales, entre autres, et d'autres questions également, alors qu'il ne l'était pas précédemment. Donc ça m'a donné l'occasion de travailler avec lui sur l'adoption d'une stratégie internationale. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, bon, on a effectivement adopté quelques grandes lignes internationales. Vous m'avez nommé directeur d'une équipe internationale, l'équipe internationale c'est moi. Et au contraire, je fais partie d'une direction qui elle-même s'occupe de toute autre chose. Ou si on veut, si vous regardez bien attentivement l'intitulé de ma fonction, j'appartiens à une direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc l'international était vu à l'origine, et ça va faire une petite transition sur les évolutions, mais comme une subdivision, si l'on veut, de l'action économique. Donc on va faire de l'international pour faire du business, on peut faire ça. Voilà. Aujourd'hui, mon champ d'action s'est élargi de par justement cette nouvelle délégation. Merci. Je passe tout de suite la parole à Christine Moreau, qui donc est la déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales, que vous appeliez tout à l'heure la DAECT, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également présidente ou secrétaire générale de la commission de la coopération décentralisée. On en avait parlé, mais c'est quand même une direction aujourd'hui et puis historiquement importante. Peut-être elle a été aujourd'hui doublée par d'autres enjeux plus globaux, mais il y a longtemps la principale activité extérieure de l'île, cette coopération décentralisée ou cette forme de jumelage. Est-ce que vous pouvez, Madame l'ambassadrice, nous en dire un peu plus à la fois sur la DAECT et sur cette commission, et puis compte tenu de votre parcours dans la plupart, j'ai vu, des capitales européennes, et même jusqu'à l'outre-Atlantique, le Québec. Peut-être pouvez-vous aussi nous dire si cette tendance à l'internationalisation des villes est un fait qu'on retrouve ailleurs en Europe. On a évoqué avec Rostis tout à l'heure, mais on a une forme de stratégie qui se développe dans d'autres pays européens. Alors bonjour et merci de m'avoir invité à ce colloque. Alors je vais parler d'abord de la DAECT, Délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un service qui existe depuis 1983, alors de façon bien habituelle, on a commencé par avoir un délégué, et puis ensuite, au fil des années, il y a eu un service qui s'est développé autour de lui, mais ça n'est pas uniquement la tendance bien humaine à l'institutionnalisation, mais cela correspond aussi à l'évolution de la décentralisation, puisque le délégué a été créé en 1983 au lendemain des premières lois sur la décentralisation, et que depuis, comme vous le savez, la latitude pour les collectivités territoriales d'avoir des actions dans tous les domaines, et en particulier dans l'international, n'a fait que se développer. Voilà, donc on est une équipe pas très nombreuse, on est 10 à 12 personnes selon les moments, et bien occupée, parce que l'action internationale des collectivités territoriales, ça représente beaucoup de choses, et surtout dans de nombreux domaines. Alors, quant à la Commission nationale de la coopération décentralisée, la CNCD, c'est un organisme consultatif
donc tout à fait officielle, créée par décret et qui se réunit 2 fois par an avec des membres qui appartiennent à 2 catégories, si je puis dire. Les collectivités territoriales d'une part, 14 personnes qui sont en fait qui sont les représentants des associations de collectivités territoriales, et d'autre part 14 autres personnes qui représentent les différents ministères. Et c'est donc un organe de dialogue sur les orientations de l'action extérieure des collectivités territoriales. Alors, pour revenir à cette notion-là, effectivement, historiquement, on est parti probablement de la coopération décentralisée, et au fil du temps, cette notion s'élargit. Il y a toute cette question des réseaux dont vous avez abondamment parlé plus tôt dans la matinée, peut-être aussi hier, je n'étais pas là. Voilà, mais il y a aussi l'action économique dont parlait monsieur Voisin-Fradin tout à l'heure, qui a tendance à polariser beaucoup d'attention, puisque maintenant il y a une sorte de... Alors c'est une nouvelle compétence, donc il est normal que les collectivités territoriales s'en emparent de façon très active, mais en même temps il y a une tendance à ce qu'elle écrase un petit peu les autres aspects, avec des arguments qui sont très utilitaristes, du type, bon ben voilà, il faut qu'on pense au retour sur investissement, il faut qu'on attire des entreprises sur notre territoire, il faut que des investisseurs, il faut qu'on pense à l'export. Tout ça est tout à fait légitime, mais nous, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons une vision qui reste plus large des choses, et nous continuons à défendre en fait l'action extérieure qui passe par la coopération. Et en particulier sur un des aspects, nous avons une vision qui est totalement décomplexée des choses. C'est pour nous aussi au fil des années la défense des enjeux globaux, les objectifs du développement durable, la lutte contre le changement climatique, la gestion des biens communs de l'humanité, tout ça est devenu une politique qui a pris de plus en plus d'ampleur, et nous y voyons la place que peuvent y occuper les collectivités territoriales de façon tout à fait positive. En fait, comme vous le savez, les objectifs du développement durable, il y a une philosophie qui est derrière et qui est leur territorialisation, parce que nous sommes tous conscients, les États comme les collectivités territoriales, qu'on ne peut les mettre en œuvre que s'ils sont mis en pratique à l'échelle des territoires. Et ça a 2 volets, si je puis dire. D'abord, ce qui se passe chez nous, parce que c'est vrai que voilà, la politique de la France sur la mise en œuvre des ODD, elle dépend de la performance des territoires à les appliquer. Mais deuxièmement, aussi chez les autres, c'est-à-dire que nous faisons progresser la mise en œuvre des ODD à travers les coopérations qui sont menées par les collectivités territoriales avec leurs partenaires dans les pays étrangers. Merci. Justement, je vais insister un peu sur cette relation finalement État-collectivité, dans un rôle parfois pas évident à partager, parfois avec des dissidences. J'imagine ça a été évoqué hier soir autour des villes sanctuaires américaines et des dissidences territoriales par rapport à des visions fédérales qui peuvent être plus ou moins ambitieuses sur un certain nombre de politiques publiques, notamment celle du climat ou celle de l'accueil des migrants. Voilà, comment est-ce que vous formalisez finalement votre accompagnement? Est-ce que c'est de l'accompagnement d'ailleurs? Est-ce que c'est prescriptif? Est-ce que l'État, en tant que ministère des Affaires étrangères, est prescriptif par rapport à des coopérations locales entre une collectivité territoriale et une autre? Par exemple, Nord-Sud, sur des sujets d'aménagement, de développement du territoire. Comment est-ce que vous formalisez ce rôle, cette relation?
Alors c'est un rôle de soutien, puisque comme vous le savez, il y a le principe cardinal chez nous qui est la libre administration des collectivités territoriales, et qui signifie notamment qu'elles sont libres d'avoir ou pas une action internationale, elles sont libres de choisir leurs partenaires et aussi les thèmes sur lesquels elles veulent coopérer, avec une seule limite quand même, c'est qu'elles doivent respecter les engagements internationaux de la France, c'est-à-dire ne pas coopérer avec des collectivités dans des pays, par exemple, que la France ne reconnaît pas. Et puis, bon, l'interprétation peut être plus large. Enfin, il y a certaines choses qu'on les verrait faire avec... nous n'en serions pas contents et éventuellement, nous pourrions déclencher le contrôle de légalité pour poser certaines barrières, mais disons que ça c'est quand même un peu l'exception et que le climat général c'est plutôt celui de la coopération. Ça veut dire que nous soutenons, nous essayons d'orienter leurs actions internationales dans des sens qui correspondent aux grands axes de notre politique internationale. Je parlais tout à l'heure des ODD, bon, c'est un exemple. Nous le faisons, je dirais, avec facilité, parce qu'il existe quand même un grand consensus sur les thèmes sur lesquels doivent porter les coopérations. Il y a le dialogue qui existe par le biais de cette Commission nationale de la coopération décentralisée dont nous parlions tout à l'heure, et puis il y a aussi les appels à projets que nous lançons au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de mon service, et qui proposent des thématiques sur justement les lignes sur lesquelles nous préférerions voir les collectivités s'engager. Et puis par ailleurs, nous organisons avec l'appui d'associations comme la FCCRE et Cités Unies France des moments de rencontres qu'on appelle rencontres, assises ou des choses comme ça, sur donc la coopération avec tel pays bien précis. Donc en rassemblant les collectivités territoriales qui concourent à la relation bilatérale que nous avons avec tel ou tel État. Bon, je reviens par exemple des rencontres qui ont eu lieu au Japon sur la coopération décentralisée franco-japonaise. Nous préparons des assises avec la Roumanie, etc., avec la Chine également au mois de décembre prochain, etc. Alors, pour faire la transition avec Alain Lecomte qui donc préside le réseau Vivapolis, est-ce que finalement il y a une équipe France qui engloberait à la fois des collectivités et des entreprises, puisque c'est sans doute un peu plus l'objectif visé par le réseau Vivapolis, de faire connaître les entreprises françaises sur ces questions urbaines. Est-ce que vous diriez qu'il y a, voilà, on arrive à faire fonctionner finalement une espèce de collectif France, peut-être Christine Moreau pourrait redire un mot là-dessus, entre État, collectivité, entreprise, voire autres tiers, chercheurs, peut-être ONG, qui, à l'export, en tout cas, fait valoir une forme de modèle français. Je rappelle d'abord que Vivapolis est une marque qui avait été créée il y a quelques années par le ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, qui servait en quelque sorte de bannière sous laquelle les entreprises, la France, si j'ose dire, exportait le savoir-faire en matière de vie durable. Alors, bien entendu, au titre de cette activité, il y a des réceptions de délégations étrangères, villes étrangères, hein, c'est très important, délégations d'entreprises également qui vont à l'étranger. Ça, c'est organisé très clairement entre, d'une part, dans les ministères chargés de l'écologie et des territoires, par une mission internationale sur la vie durable, dirigée par Hervé Boguillot, mais aussi le fédérateur, Gérard Wolf, nommé au titre de la vie durable par le ministère des Affaires étrangères. Donc là, c'est une activité, je dirais, traditionnelle d'échanges bilatéraux. Alors, par ailleurs, le réseau que je coordonne est un réseau, si je veux dire, informel, qui n'a pas de personnalité morale, qui a été créé par les deux ministères des territoires et de l'écologie, qui a une lettre mensuelle,
des matinales organisées en France très régulièrement, mais aussi une série de fiches sur des thématiques autour de la ville durable, sur des opérations considérées comme exemplaires, faites par des entreprises françaises, soit avec des collectivités françaises, soit avec des collectivités étrangères. Alors, il y a à la fois la mobilité, l'économie circulaire, l'énergie, la participation citoyenne et j'en parle. Mais je voudrais peut-être insister sur un élément, lui, qui est nouveau, qui va peut-être donner d'ailleurs un peu plus de poids au réseau. Nous sommes en train de lancer avec l'Institut de la vie durable, qui est une association, donc une personnalité morale, un portail de la ville durable. L'objectif, évidemment, ça prend la forme d'un site internet, mais surtout, c'est un lieu où des acteurs français, qu'ils soient publics ou privés, donc c'est bien l'esprit de Vivapolis, apportent des contributions. Ces contributions prennent la forme soit d'opérations réalisées en matière de vie durable, d'opérations en cours, mais éventuellement de documents, études ou recherches, sachant que ce n'est pas, le site ne peut pas exhaustif. Il a surtout, puisqu'effectivement, ça renvoie à des adresses internet des différents acteurs publics et privés, sous évidemment l'égide d'un comité de pilotage pour éviter qu'il y ait afflux de tel ou tel contributeur sur ce portail. Le point, évidemment, très important pour nous, il est d'abord de faire connaître le savoir-faire français à l'étranger avec des réalisations concrètes. À ma connaissance, il existe en tout des portails. Il y a un portail, notamment l'équivalent d'un portail en Allemagne, même en Australie. Je pense que quand même c'est un élément nouveau, dans la mesure où je réunit acteurs publics et acteurs privés d'une façon très forte. Parce que je pense que si on veut exporter la vie durable, il faut à la fois la compétence des collectivités territoriales, leur gouvernance, leur capacité à faire de la participation citoyenne, et d'autre part, effectivement, les entreprises qui, elles, sont innovantes, qui ont des technologies, qui apportent effectivement leurs connaissances, mais qui sont également dans un milieu concurrentiel. Et donc, le portail n'est pas là pour faire de la publicité directement pour telle ou telle entreprise, parce que nous sommes dans un système concurrentiel, mais de montrer à tel endroit, avec telle collectivité, ce qui a été fait avec différentes entreprises, qu'elles soient des grandes entreprises, elles sont nombreuses en France en matière de services urbains, et très puissantes, jusqu'à des PME ou des startups. Voilà. Alors vous le trouvez, c'était normal, parce que vous pouvez contribuer, ça s'appelle franceville-durable.fr et nous allons le présenter d'abord à Barcelone à l'occasion du salon des Smart Cities, et puis ensuite à Lyon à l'occasion de Polytech. Question complémentaire, on voit bien que finalement cette action extérieure des villes, qu'elle soit coordonnée par l'État ou ses différentes entités ou directement par la collectivité, elle est quand même très orientée business, développement économique, alors qu'on a eu hier plutôt une journée de débat sur les enjeux globaux qui s'imposent à des territoires qui du coup s'allient sur des stratégies, je dirais plutôt sectorielles du type, on l'a dit, climatique, accueil, solidarité, participation du temps. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage entre les deux? Alors, moi, effectivement, la ville durable, c'est la ville avec ces fameux 3 piliers, ne pas l'oublier, économique, social et environnemental, auquel je rajouterai un 4e, qui est d'ailleurs très très important au niveau international, qui est le culturel, et notamment l'importance du patrimoine, de notre expertise en matière de patrimoine que nous pouvons avoir et qui est reconnue effectivement à l'étranger. Alors, moi, je pense qu'il y a, je dirais, par rapport à l'interaction des villes, il y a un peu une tension entre, je dirais, l'international et le local. L'international, c'est évident, parce qu'il y a une tendance, effectivement, à ce que toutes les villes aient en quelque sorte une référence un peu internationale qui passe d'une façon assez large, avec une maille large par les objectifs de développement durable, qui peut passer d'une façon un peu plus technique via la normalisation. Bon, ça c'est un point très important, et là, il y a des technologies mondiales qui se répandent effectivement un peu partout. Mais je crois qu'il y a le local qui est quand même effectivement très très important, parce que les villes ont une géographie, une histoire qui n'est pas complètement identique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier un peu, et c'est une tendance un peu anglo-saxonne, d'assimiler la ville durable à la smart city, à la ville intelligente, mais c'est un moyen, la ville intelligente, qui d'ailleurs pourrait être confisquée éventuellement par des grands groupes privés, c'est un risque, et d'autre côté, une ville qui est l'autoservice des citoyens, mais aussi une ville résiliente.
Et là, par définition, la ville résiliente, elle est complètement liée aux conditions géographiques de l'île. Voilà, donc je pense internationalisation, c'est vrai d'une certaine manière, mais je pense que ça serait intéressant sans doute au niveau de la recherche de voir quels sont, il n'y a pas un modèle unique, quels sont les nouveaux modèles, quelle est la manière pour les villes de décliner au fond des références internationales localement. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de contradiction, il y a plutôt une complémentarité. C'est très souvent le cas dans la vie. C'est un petit peu comme la globalisation, si vous voulez, l'internationalisation des villes. Tout ce que vous avez abordé comme sujet depuis hier montre que, je dirais pas c'est une fatalité, mais c'est une réalité qui fait partie du monde contemporain. On ne peut pas y résister. Maintenant, il y a deux façons de l'aborder. Ou bien on se laisse faire, y compris en devant accepter, bon gré mal gré, des aspects qui sont moins sympathiques, ou bien alors on essaye d'en tirer le meilleur parti possible. Et c'est le cas entre la coopération et l'économie, c'est la même chose, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire de l'économie internationale si vous n'y êtes pas préparé. Il faut acquérir certaines compétences, et en l'occurrence nous parlons de compétences globales. Et à travers la politique publique de l'internationalisation, la collectivité territoriale, elle aide ses citoyens à acquérir cette compétence globale qui va ensuite retomber de façon positive sur la maîtrise par la ville et par ses citoyens de cette internationalisation. Merci, vous faites une très bonne transition avec notre dernier intervenant, donc, qui est Pierre-Olaf Schutt, qui est chercheur, maître de conférence à l'Université Paris-Est et cofondateur d'un observatoire pour la recherche sur les méga-événements, l'ORME. Alors, est-ce que ces méga-événements, et notamment pour Paris les JO 2024, mais je crois que vous avez étudié d'autres grands événements sportifs, est-ce qu'ils sont des objets de marketing ou est-ce qu'ils ont également, comme ça vient d'être évoqué, un effet territorial, un effet social réel sur les territoires dans lesquels ils sont menés? Alors effectivement, la question des grands événements, on se la pose plus particulièrement, en tout cas c'est dans mon champ de compétences sur les grands événements sportifs. Et effectivement, il y a toujours ce jeu à double échelle, à la fois local et global, qui engage finalement les villes dans un système et dans une préoccupation qui va être partagée, soit simultanément, soit dans un temps différent, avec d'autres grandes métropoles. Et pour dire sur la présente table ronde, il y a un réseau, une union des villes hôtes des Jeux Olympiques qui existe et qui permet justement un certain nombre d'échanges. Alors, les effets que l'on peut attendre sont divers et variés. Il y a, d'une certaine manière, c'est quand même l'accueil ou la candidature et l'accueil d'un grand événement sportif. C'est une occasion assez unique de mettre à plat et de mettre finalement en concurrence, ou en tout cas de comparer des villes. On évoquait tout à l'heure le fait que les contextes locaux soient toujours différents, chaque ville est unique, et là finalement dans cette forme de compétition, l'institution sportive impose à chaque ville de se mettre à plat et de se comparer les unes aux autres, et ensuite de s'engager dans un projet à long terme avec un objectif qui peut être qui a été commun avec une autre ville à un moment donné dans le passé. Donc du coup, on a forcément des effets engendrés, des effets importants sur l'internationalisation des villes, donc le fait d'être comparé à d'autres villes, d'être ensuite dans le processus de construction du projet, de pouvoir collaborer notamment par ce réseau, ces retours d'expérience avec les autres villes, et les villes, notamment Paris en ce moment, sont très demandeuses de savoir exactement ce qui a été fait, bien fait, mal fait. On a toutes sortes de bons et de très mauvais retours aussi d'expérience sur ces événements, avec des enjeux financiers mais aussi sociaux très importants. Et du coup, elles s'engagent dans un processus où elles s'ouvrent à l'international avec une forte pression. Et surtout, ce qui parfois est difficile dans les réseaux de villes, c'est un véritable objet commun avec les autres villes, une vraie préoccupation commune et un objectif au bout du compte qui est très similaire à ceux des autres villes.
Donc ça, c'est un enjeu fort. Après, les enjeux sont très variés, c'est-à-dire qu'on distingue effectivement une forme de... la dimension du marketing territorial va être très importante, et pendant la phase de candidature, mais aussi pendant la préparation et en particulier pendant l'événement, la ville va être sous le feu des projecteurs avec une médiatisation sans précédent. Et donc il y a la nécessité à la fois de présenter un projet qui soit à la fois l'identité de la ville, mais en même temps un exemple exemplaire au niveau international. C'est-à-dire que pendant la candidature, il a fallu se comparer à d'autres grandes métropoles équivalentes, souvent par la taille du niveau de développement, pour montrer la supériorité de ces infrastructures. Et 6 ou 7 ans après, il faut à nouveau être sous le feu des projecteurs du monde entier pour démontrer par notamment les infrastructures qui accueillent les jeux, ou les activités culturelles qui sont organisées dans les cérémonies d'ouverture et de clôture, ou autour et en amont des jeux, effectivement toute la spécialité, je veux dire pas la suprématie, en tout cas l'identité et, si possible, le meilleur aspect de la ville. Et si on se projette encore 6 ou 7 ans après, donc pour nous en 2031, 32 pour les Jeux Olympiques, mais à Grenoble, il y a eu les Jeux Olympiques en 68, bien longtemps après. Qu'est-ce qu'il en reste finalement? Qu'est-ce qui fait qu'une opération comme celle-là n'a plus telle ampleur, avec des coûts évidemment colossaux, des effets politiques, y compris pour les élus locaux comme pour les élus nationaux, importants au moment de la candidature? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, pas fonctionné? Quels sont les écueils? Quels sont les risques? La liste serait longue. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, l'héritage des Jeux était véritablement centré sur les installations sportives, avec les écueils qu'on connu de grandes villes, avec des équipements trop chers, sous-utilisés, etc. Aujourd'hui, quand même, la dimension, l'héritage des Jeux est pensé quand même très différemment par rapport à cette époque-là, où d'une part, l'héritage matériel se focalise moins sur les équipements sportifs, puisqu'on a vu des villes comme Paris ou Los Angeles qui candidatent en garantissant déjà la disponibilité de 95% des infrastructures, et on voit que les infrastructures qui s'ajoutent sont souvent des infrastructures en fait démontables, donc temporaires. Donc on n'a plus cette problématique d'équipements sportifs gigantesques et sous-utilisés et très coûteux. Donc du coup, l'héritage maintenant se focalise davantage sur une dimension immatérielle. Alors il y a une dimension matérielle toujours très importante, mais qui, il faut être honnête, est assez conjoncturelle. C'est-à-dire que si on parle du Grand Paris Express, effectivement il y aura peut-être des délais sur certaines tranches qui vont être raccourcis pour les Jeux, mais globalement le Grand Paris Express a commencé avant la candidature et se terminera longtemps après la candidature. Et ce serait avec ou sans les Jeux, il aurait eu lieu. Donc là après c'est tout l'enjeu, tout l'impact immatériel qui va être sur les changements de regard sur la ville. Pour rester sur la dimension internationalisation, il y a tout un savoir-faire aussi qui se développe dans le pays et dans la ville sur la capacité à organiser des grands événements, à se mettre en relation, en connexion avec des grandes entreprises internationales, à attirer aussi des personnes, que ce soit des touristes pendant l'événement ou des entreprises en amont, parce que les budgets sont assez importants et attirent des grandes entreprises internationales. Et du coup, ça impose aux entreprises locales d'être capables de se positionner localement, mais face à des entreprises internationales pour des projets de grande envergure. Et tout ce travail-là se fait dès maintenant et jusqu'au-delà des Jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville se forme et apprend et finalement s'engage dans cette voie-là et va bénéficier de cette expérience-là au-delà de la durée des Jeux pendant les années qui suivent. Merci. J'ai envie d'ouvrir un petit peu le débat pour conclure, parce qu'il nous reste 15 minutes. En particulier sur l'intérêt finalement pour le citoyen de ces tendances à l'internationalisation des villes. On voit relativement bien après les débats qu'on a eus l'intérêt politique pour les élus, en tout cas pour une collectivité, de se montrer, de se faire connaître, d'attirer les entreprises, etc. On voit bien les effets un peu effectivement de visibilité sur les grands événements. Finalement, pour l'habitant de Grenoble, de Paris, de Lyon, quel est l'intérêt que la collectivité à laquelle il appartient se mobilise sur cette question de mentalité? Oui, alors tout dépend de l'activité internationale en question.
c'est vrai que pendant longtemps, en particulier à tout ce qui a trait à la coopération décentralisée, on avait peut-être pas trop tendance à expliciter les attentes en termes de retour pour le territoire, mais, y compris si on se situe dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant, avec des attentes qui peuvent être différenciées en fonction de la nature du territoire ou du niveau de vie du territoire. Nous, comme je disais tout à l'heure, pour la métropole, nos actions internationales sont assez spécifiques. Par contre, d'une manière plus générale, et ça a été d'ailleurs, c'est un chantier de la RICON que nous avons travaillé sur les impacts pour le territoire. C'est clairement d'abord à expliciter quand on a la politique, bien sûr, mais il se retrouve en termes de mobilisation des habitants, de proximité avec certaines communautés, d'appui à des initiatives. On est essentiellement plutôt sur le lien avec la citoyenneté en premier lieu, et la citoyenneté d'abord locale, mais également mondiale, comme y faisait allusion Mme Moreau. On est dans une transmission de valeurs aussi. On travaille, y compris dans des relations économiques internationales. On n'est pas dans du business pur, puisque nous sommes dans une collectivité publique. Autrement, on laisserait le champ aux entreprises. Donc, l'idée vient de travailler avec quelqu'un, donc d'échanger et de partager. Et donc, ça se fait et au niveau des habitants et au niveau de l'étranger. Et pour les habitants, ils peuvent en avoir un retour immédiatement quand il s'agit de participation à des projets, ou sur des questions également internationales, type sécurité, environnement et migration. Je pense que nous pourrons avoir le retour assez rapidement également. Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur Benin-Fredin. En fait, quand une ville a une coopération avec, mettons, une ville du tiers-monde, pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Voilà. Il faut faire comprendre aux citoyens de la ville en France qu'il a tout à y gagner lui-même. C'est-à-dire que non seulement c'est un acte de solidarité internationale, mais que cette solidarité, en fait, c'est une solidarité factuelle, c'est-à-dire si cette action-là n'est pas faite ou si elle est moins bien faite, c'est lui, en tant que citoyen français, ou ses enfants qui vont avoir à en pâtir. Donc voilà, nous vivons dans un monde qui est maintenant sans limite. La conséquence, c'est que chaque citoyen est concerné par l'action internationale. Maintenant, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'on est dans un moment où on change de culture et de méthode à la fois, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attentif au partenariat avec la société civile, ce qui veut dire avec les associations qui représentent la société civile, les ONG, etc., mais aussi avec le citoyen en tant que tel, qui n'est plus, auquel on n'assène pas finalement une décision qu'on a prise en haut, mais qu'on associe à la prise de décision, qu'on associe à la motivation de cette prise de décision. Et puis, ça se traduit aussi par une importance qui est plus grande accordée à l'évaluation des actions. Et toutes ces choses-là vont se traduire, enfin bon, c'est un continuum culturel naturellement, mais ça va se traduire dans la prochaine loi qu'on est en train de préparer, loi d'orientation et de programmation sur le développement et la solidarité internationale, puisqu'on est actuellement sous le régime d'une loi d'orientation et de programmation qui a été adoptée en 2014 et dont la durée de validité inscrite dans la loi était de 5 ans. Donc on arrive en 2019 au terme de cette validité et on va avoir une nouvelle loi qui va intégrer de façon plus perfectionnée ces nouveaux paradigmes, ces nouvelles méthodes. Est-ce que ça soulève pour vous des questions de recherche, puisque le plan urbain de construction architecture est là pour faire la médiation finalement entre le monde de l'action publique et celui de la recherche? On a eu ces
ce dialogue, ces regards croisés depuis hier sur un certain nombre de sujets sectoriels. Est-ce que pour vous, il y a des pistes ouvertes encore sur lesquelles, à la fois en tant que collectivité, en tant que représentant de l'État, d'un ministère en charge d'un certain nombre de questions, de ces questions sectorielles, comment est-ce que vous percevez les enjeux de l'internationalisation à venir? Est-ce qu'il y a des points enseignants sur lesquels on aurait besoin d'éclairer encore un peu l'action, ou en tout cas de mieux comprendre ces phénomènes? Oui, en fait, l'objectif premier de l'ordre, de l'Observatoire pour la recherche sur les méga-événements, c'est justement de faire de l'accompagnement pour les collectivités territoriales. C'est comme ça qu'on veut se positionner, c'est-à-dire que notre constat de départ, c'est de se dire finalement des grands événements comme les Jeux Olympiques, ils déclenchent un certain nombre de changements dans la société, dans l'économie locale, etc. Et très souvent, les chercheurs s'en emparent à l'issue de l'événement avec les analyses qu'ils peuvent produire sur cet événement. Notre initiative, nous, ça a été à la suite d'un contact avec le comité de candidature de Paris 2024 avant la nomination, qui était allé vers la conférence des présidents d'université pour solliciter une collaboration avec la recherche. Et donc on a essayé d'apporter une forme de réponse à cette sollicitation en se disant, finalement, on va essayer de mobiliser la communauté scientifique en amont de l'événement pour pouvoir essayer de jouer un rôle de catalyseur des travaux scientifiques sur les démarches qui sont initiées, et qui sont initiées dès maintenant, en se disant qu'on pourra faire de l'accompagnement, c'est-à-dire mettre les résultats de la recherche au profit de l'action des collectivités territoriales pour leur permettre d'ajuster, de modifier, de réviser leur politique publique pendant toute la phase la plus importante qui est en amont et également au-delà. Donc c'était vraiment cet enjeu pour nous qui était important. Et effectivement, en termes d'internationalisation, on a dans le monde de la recherche quand même des facilités, je pense, à travailler à l'international, à s'enrichir des expériences d'autres chercheurs, d'autres travaux, et on peut essayer de faciliter aussi cet effort dans les collectivités territoriales qui, pour ce genre d'événement, n'en font qu'un finalement. Le dernier n'a trouvé aucun fonctionnaire de la ville de Paris qui était en service en 1924, donc il fallait effectivement s'enrichir finalement d'une expérience qu'on peut trouver grâce à cette collaboration pour laquelle la recherche peut apporter un soutien important, je pense que pour les collectivités territoriales, il y a effectivement deux dimensions. La première, c'est l'interne et l'international. Je prends un exemple des démonstrateurs industriels de la ville durable, pilotés par Lucas d'ailleurs. Ça a un double objectif. Ça, évidemment, il y a un accompagnement qui est fait vis-à-vis des collectivités territoriales avec un panel d'entreprises. Ça, c'est un point très important. Les entreprises travaillent ensemble, ce qui n'est pas complètement évident en France. Ce que je veux dire, si on fait un avis durable, il faut une espèce de consortium d'entreprises. Donc c'est un effet évidemment immédiat pour les villes concernées, ça va de soi, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut faire visiter à des délégations étrangères. Donc on a bien le double objectif. Et puis il y a une autre dimension sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est vrai que quand on pense à la ville durable, on pense un peu aux métropoles, les grandes villes, mais il y a des territoires qui sont autour également, qui sont très importants. Et effectivement, il y a un certain nombre de sujets que l'on est obligé de traiter sans doute sur des territoires plus vastes. C'est le changement climatique, c'est le problème de l'énergie renouvelable, c'est le problème de l'alimentation. Là, je pense que c'est important aussi de réfléchir sur, pas seulement sur le milieu rural, on parle beaucoup d'urbanisation, mais sur l'ensemble des territoires, et bien sûr aussi les villes moyennes, qui ont probablement un peu moins de compétences techniques, si j'ose dire, voire de moyens financiers. La vie durable, c'est également pour tout le monde. Enfin, je dirais, le durable, c'est d'ailleurs pas seulement pour lui, c'est pour l'ensemble du territoire. Merci à tous. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Sauf si vous aviez à faire connaître à l'Assemblée. Je voulais remercier tous les participants. Je crois qu'hier, ils étaient encore plus nombreux. Et évidemment, tous nos intervenants. Merci à vous quatre. Et puis à tous ceux qui ont participé à ce colloque. Merci évidemment au LATS qui a fourni la matière avec ce programme de recherche depuis 3 ans. À Lionel Martin, c'est particulièrement en tout cas qui a tenu l'organisation de ce colloque et le soutien du PUCA à ce programme depuis 2-3 ans maintenant. Nous ferons évidemment un compte-rendu de ces échanges, tout a été filmé. Il y a eu des difficultés de transport, donc je pense que ce serait
plaisir de pouvoir retransmettre pour d'autres nos échanges. Et puis, donc je vous informe qu'il y a déjà un petit recueil qui a été écrit, un article qui a été écrit par Nicolas Maizetti sur les villes dissidentes qui est disponible à l'entrée, qui est donc une petite somme déjà de recherche sur la question des villes sanctuaires américaines et de dissidence locale par rapport à des lois fédérales ou nationales, qui donc illustrera un peu ces propos, que le LAD, Olivier Coutard et Christian Lefebvre nous ont promis un recueil de synthèse des différents débats et travaux qui ont été conduits dans ce programme, et puis qu'on attend au plus cas aussi la publication d'un certain nombre de petits recueils. Donc on a lancé cette collection des réflexions en partage, qui sont des recueils accessibles au plus grand nombre, donc pas des rapports de recherche, mais plutôt d'un article qui permettent justement de faire le lien entre l'action et le monde de la recherche, en donnant à voir, en tout cas en donnant à lire des travaux relativement synthétiques. Et donc on a 3 recueils, je crois, qui sont en préparation à partir des travaux qui ont été conduits dans le cadre de ce programme. Donc je vous remercie tous infiniment. J'espère qu'on aura fait notre office en essayant de trouver ce dialogue un peu systématique entre les thématiques de recherche et les acteurs publics et privés d'ailleurs de la ville durant ces 2 jours. En tout cas, on compte bien continuer sur cette piste de l'internationalisation ou pas d'ailleurs, mais en tout cas autour des questions qui nous animent.